Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode 32 de La tête à Papineau. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, encore une fois, comme toujours, le but du podcast aujourd'hui, démystifier la science. Et on passe en entrevue aujourd'hui Marouane, qui est un habitué des présentations Bistro Brain, on pourrait dire. Donc, avant de commencer, je vais faire un petit retour sur les événements passés de Bistro Brain depuis l'enregistrement de notre dernier épisode qui avait lieu le 5 février. Donc, on a eu l'événement Sexualité le 14 février. Quelle thématique pour la Saint-Valentin quand même, hein? Ah, vraiment. Donc, c'était au Boc et Bière à Sherbrooke et on a eu un presque record de participation avec 162 personnes présentes. Quand même. Pour un soir de Saint-Valentin, là, tout le monde a apporté sa date. C'est toujours un C'était succès, incroyable. celui-là. Oui, vraiment. En plus, encore une fois, en collaboration avec la professeure Audrey Brassard cette année, ça a été vraiment un très, très bel événement. Ensuite, on a eu le 29 février l'événement La Synthèse au Saint-Houblon-Côte-des-Neiges à Montréal, qui est en collaboration avec la revue de vulgarisation scientifique de l'INRS La Synthèse. Puis, comme toujours, nos événements sont tous disponibles en rediffusion sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir les présentations que vous avez manquées, ça vaut la peine. Donc, aujourd'hui à l'émission, on a une chronique par Julie qui vient nous parler d'éclipse solaire, un sujet quand même d'actualité là, avec l'éclipse qui s'en vient ici au Québec. Puis, on a Alexis qui reçoit Marouane en entrevue. Donc, Julie, la parole est à toi. Merci beaucoup, Gaëlle. Donc, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis restée dans, on va dire, pas l'originalité pour la période en ce moment, puisqu'effectivement, vous le savez peut-être, mais une éclipse solaire nous attend dans à peu près un mois. Alors, en fait, les éclipses, c'est quand même un phénomène qui existe depuis vraiment longtemps. Et la première éclipse répertoriée, en fait, il faut savoir qu'elle a eu lieu, en tout cas on pense qu'elle a eu lieu, le 30 novembre en 3340 avant Jésus-Christ. C'était un phénomène qui a en fait été retrouvé parce qu'il a été gravé dans des pierres en Irlande, donc ce qu'on appelle des mégalithes, qui sont vraiment des monuments historiques faits de pierres. Et c'est vraiment quelque chose qui était un peu craint, on va dire, à cette époque-là, parce qu'effectivement, la signification scientifique était vraiment pas encore connue. Il y a eu une autre éclipse très ancienne qui aurait eu lieu en 1200 avant Jésus-Christ, mais cette fois-ci en Chine, et elle a été annotée comme un événement dans lequel le soleil se ferait manger. Et donc, je voulais en fait vous parler un peu aujourd'hui de l'historique et de comment est-ce que les éclipses ont été perçues par différentes civilisations. Et puis, on terminera par un petit point un peu plus classique sur qu'est-ce que c'est qu'une éclipse et quel genre d'éclipse existe. Donc, on s'émerveille, nous, aujourd'hui, devant ces éclipses, mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas. C'est impressionnant parce qu'on s'entend que quand il y a une éclipse totale, la lumière disparaît complètement. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs années, ça devait être très impressionnant. Dans la Chine ancienne, pour faire écho à l'éclipse qui a eu lieu en 1200 avant Jésus-Christ, les éclipses étaient associées à un dragon céleste, comme on peut en voir beaucoup dans la culture chinoise, qui dévorait le soleil. Pour faire partir le dragon, la pratique voulait que tous les gens fassent le plus de bruit possible en tapant sur des tambours ou en criant. C'est une pratique qui est également retrouvée dans une tribu d'Amérindiens en fait, qui s'appelle les Choctaw. Sauf que eux, le dragon, c'est pas un dragon qui va manger le soleil, c'est un écureuil. Donc on voit des fois des petites disparités sur ce genre de coutumes et puis d'histoire. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que la Chine reste quand même un pays assez lointain par rapport à l'Amérique. Donc on peut se demander un peu comment est-ce que ces traditions puis ces histoires sont passées de l'un à l'autre. En Inde, où là on va se retrouver plus proche de la Chine, puis vous allez encore voir des petites similarités avec les explications. Bien donc dans la culture hindoue, c'est un démon qui est nommé Rahu, qui aurait réussi à atteindre l'immortalité en buvant le nectar des dieux. Mais en voulant participer en fait à un banquet divin, il aurait été attrapé par Vishnu, qui est le dieu de la protection, de la préservation et de la restauration de l'ordre cosmique, et Vishnu lui aurait coupé la tête. Donc en fait, Rahu se serait retrouvé sans tête, et l'idée, c'est que cette tête de démon
poursuit indéfiniment le soleil et que parfois, lors d'une éclipse, la tête de Raoult arrive à rattraper le soleil, à l'avaler, sauf que comme il n'y a rien de l'autre côté de la tête, le soleil ressort et c'est la fin de l'éclipse. Je trouvais ça aussi très intéressant. Et puis on voit vraiment que le soleil, c'est un astre qui se fait souvent dévorer dans différents types de cultures. Pour se rapprocher peut-être un peu plus de où on se situe, nous, géographiquement, il y a plusieurs histoires sur les tribus autochtones du Canada. J'ai trouvé surtout des traces pour 2 tribus, la tribu Ojibwa et les Cris, où là, en fait, l'histoire, ce serait qu'un petit garçon voulait se venger d'avoir été brûlé par le soleil. Bon, alors on peut imaginer qu'il avait dû se faire brûler assez gravement. Et malgré son entourage qui lui disait de ne pas toucher au soleil et vraiment de ne pas toucher à cet astre mythique et à finalement une divinité pour cette époque-là, il a réussi à piéger le soleil. Et là, toute la nature s'est un peu mis contre lui. Il y a plein d'animaux qui ont essayé d'aller libérer le soleil. Et personne n'a réussi, à part une petite souris qui a réussi à aller grignoter le filet autour du soleil. On peut imaginer un peu la morale de cette histoire qui est que finalement, tout animal, même les plus petits, ont une importance qui peut être très très grande. Donc la dernière éclipse totale, pour revenir à notre époque, elle a eu lieu en Amérique du Nord en 2017. Pourtant, on fait un peu de l'éclipse qui va arriver le 7 avril tout un grand foin parce que c'est quand même des événements cosmiques assez rares finalement. Et il existe plusieurs types d'éclipses solaires. Est-ce que vous savez quel type d'éclipse il existe? Partielle. Ouais, il y a des éclipses partielles. Ouais, partielle, exact. L'éclipse va choisir ce qu'elle passe, c'est pour ça qu'elle est partielle. C'est vrai qu'une éclipse, au final, elle peut toujours, si elle est totale quelque part, je pense qu'elle peut toujours être partielle autre part en fonction, effectivement, d'où on se situe sur la Terre. Il y a un autre type d'éclipse qui existe. Est-ce que vous en avez un autre dans l'idée? La position de la Lune par rapport au Soleil. Ouais. Mais ça fait un petit bout. Il y a un autre genre d'éclipse qui s'appelle l'éclipse annulaire. Où là, c'est au lieu d'avoir une éclipse totale, en fait, ce qui va arriver, on appelle ça aussi une éclipse avec un cercle de feu, the ring of fire en anglais, où vraiment on va voir à l'extérieur de la Lune, on va encore être capable de voir comme les anneaux Instagram pour se prendre en photo, un anneau de lumière autour de la Lune qui va cacher le Soleil. C'est pas vraiment partiel, c'est vraiment supposé être une éclipse totale, mais en fait, ça va être la distance de la Lune par rapport à la Terre qui va faire que l'éclipse peut être totale ou pas. Si la Lune est plus éloignée, bah là, on va avoir une éclipse plutôt annulaire, parce qu'elle est plus éloignée, justement. Et une autre petite anecdote aussi, c'est que ces éclipses-là, est-ce que vous avez une idée de combien de temps elles peuvent durer, les éclipses solaires? Sans regarder le script. Total, mettons la partie totale. Ouais, la partie totale, combien de temps ça dure? Quelques minutes, moi je dirais. Est-ce que vous avez d'autres estimations, Marwan? Entre 3 et 5-6 minutes. Belle estimation, on est toujours dans les minutes. Alexis? On était dans la spécificité, fait que je vais y aller avec quelques heures. Alors, Alexis, c'est un peu hors de la bonne durée, mais par contre, Gaël et Marwan, vous êtes en plein dedans. Alors théoriquement, une éclipse totale, ça peut durer jusqu'à 7 minutes 30. Par contre, en général, on s'estime vraiment très heureux quand une éclipse dure 4 minutes. Pour vous donner une autre idée, celle du 7 avril, elle est supposée durer 3 minutes. Donc il va falloir être prêt avec vos lunettes là, pour regarder cette éclipse totale si vous voulez avoir la chance de voir quelque chose. Faut pas la manquer. Exactement. Une autre petite question. Selon vous, est-ce qu'une planète... Parce qu'on s'entend que donc une éclipse, c'est la Lune qui se situe entre le Soleil et la Terre. Est-ce qu'une planète qui se situe entre la Terre et le Soleil peut créer une éclipse solaire? Oui. Moi, je pense pas. Moi, je pense que les planètes sont trop loin. Gaël, très bonne réflexion. Marwan, t'avais une autre idée? J'allais dire oui, mais l'ombre va être tellement petite qu'on la verra pas. Exact. Parce que tu disais les éclipses annulaires, c'est quand la Lune est comme trop loin, fait qu'on voit quand même un peu le Soleil. Ouais, exact. Les on planètes, voit les bords. C'est plus loin que la Lune. Tout à fait. Et j'ai regardé par curiosité. Et effectivement, si on avait ce qu'on pourrait appeler une éclipse solaire à cause d'une planète, ça n'en serait pas vraiment une parce qu'on aurait vraiment comme un grain de sable finalement qui passerait devant le Soleil. Et nous, on ne serait pas capable de le voir à l'œil nu juste à cause de l'intensité lumineuse du Soleil. Donc voilà, franchement, moi je le savais pas. C'était vraiment une question que je me suis posée. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et finalement, plus sur le côté santé maintenant de visionner une éclipse. J'espère que vous allez tous aller la voir le 7 avril prochain. Visionner une éclipse. Qu'est-ce que j'ai dit? 7 avril. 8 avril, pardon. 7 ou 8? C'est le 8.
8 avril, pardon. Il faut des lunettes pour observer une éclipse. Pourquoi? Et ben pourquoi? J'ai une petite idée, mais je ne sais pas si elle est fondée. Dis-nous tout. Mettons que l'analogie que je donne, c'est vous vous réveillez la nuit puis vous voulez aller à la salle de bain. Moi, je haïs la haute lumière, là, fait que je n'ouvre pas la lumière, je vais dans le noir. Fait que l'éclipse, pendant 3 minutes, ça va être sombre comme la nuit. Fait que ton œil, ta rétine va s'habituer à ce qu'il fasse nuit. Fait que tes neurones vont être plus sensibles à la lumière. Puis là, d'un coup, en moins de 30 secondes, c'est le soleil total. Fait que ça peut brûler quelques cellules de la rétine, je pense. Eh bien, tout à fait, ça fait partie en effet de la réponse. Et puis après, c'est aussi comme tous les jours, finalement, regarder le soleil, c'est quelque chose qui est très déconseillé parce que ça va abîmer très fortement la rétine et ça va pouvoir avoir des impacts à long terme sur votre capacité visuelle. Donc, ce qui est conseillé, c'est de porter des lunettes tout au long de l'éclipse. Le seul moment où vous avez la possibilité, sans risquer grand-chose pour vos yeux, de l'enlever, c'est pendant ces 3 minutes d'éclipse totale, où là, vous n'aurez pas l'intensité lumineuse du soleil pour faire une impression sur votre rétine et éventuellement la dégrader. Donc, utilisez des lunettes. Et je ne sais pas non plus si vous étiez au courant, mais il y a beaucoup de distributions de toutes ces lunettes qui se font sur les campus de l'Université de Sherbrooke pour justement cette éclipse. Donc, vous pouvez aller en récupérer sur tous les campus, que ce soit le campus de l'Absanté ou le campus principal. Vous pouvez aussi prendre la chance de participer à l'événement de vulgarisation scientifique qui va avoir lieu au stade extérieur de l'université, au jour et à l'heure de l'éclipse, où vous pourrez en apprendre un peu davantage et visionner cette éclipse avec quelques explications supplémentaires. Donc je vous donne à tous rendez-vous le 8 avril de 14h15 à 16h37 pour l'éclipse du début jusqu'à la fin, ou à 15h30 pour quelques 3 minutes d'éclipse totale. Merci Julie pour cette fabuleuse chronique sur les éclipses. J'espère que notre auditoire va en avoir appris un peu plus et va pouvoir se préparer finalement là, pour la fameuse éclipse qui va passer ici à Sherbrooke. Donc je passe maintenant la parole à Alexis qui passe Marouane en entrevue. Une entrevue qui risque d'être fort intéressante, ma foi, étant donné que Marouane a participé à 4 événements, 3 événements Bistro Brain. Bientôt le 4e en juin. Ouais, c'est ça. Écoute, on va y arriver au 4e. Ouais. Alexis, la parole est à toi. Merci Gaël. Écoute, Marouane, tout d'abord, merci d'être avec nous pour, encore une fois, une contribution, une implication légendaire auprès des activités de Bistro Brain. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité. C'est plaisir. Fait que tu as un sacré CV. Je vais commencer avec ton parcours biographique un peu. Marouane, tu es originaire de Tunisie où tu as grandi et reçu ton bac en génie électrique et sciences informatiques de l'École nationale d'ingénieurs de Tunis. Exact. On aime ça quand les capitales sont faciles à retenir comme ça. Tu arrives ensuite au Québec pour ta maîtrise en génie électrique à l'Université Laval après avoir reçu une bourse nationale d'excellence du gouvernement. Tu débutes finalement ton doctorat en 2019 à Sherbrooke où tu travailles sur un implant rétinien pour les personnes qui ont une perte de vision totale ou partielle. Qu'est-ce qui t'a amené au Québec et comment est-ce que tu as vécu ton arrivée? Très bonne question. Merci, Alexis. À la fin de mon bac, comme tu l'avais mentionné, j'ai eu une bourse. Puis j'avais le choix entre France, Allemagne, Canada. Et mon mentor à l'époque, qui était un ancien prof de l'Université de Sherbrooke, m'a conseillé de venir ici au Québec pour faire mes études au supérieur. Fait que j'ai fait ma maîtrise. Après ma maîtrise, j'ai eu 3 offres de doctorat. Une à l'Université de Carleton, à Ottawa, une autre à l'Université Laval et une à Sherbrooke. Ce qui m'a vraiment attiré à Sherbrooke, c'est le côté social, le côté humain, l'impact que le projet allait avoir, de concevoir un implant biomédical qui va pouvoir aider les personnes dans le futur à améliorer leur qualité de vie et pas seulement traiter la cécité, mais vraiment guérir la cécité ou la perte de vision totale ou partielle. Finalement, ton projet, tu pourrais peut-être guérir les gens qui regardent l'éclipse sans lunettes. C'est parfait. Moi, je pensais que vous m'aviez invité exactement pour ça. Ben, tu sais quoi? Ça fit vraiment bien. C'est arrangé avec les dieux écureuils, je pense. Ouais. Donc, pour le bénéfice de notre auditoire, Marouane, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que ça fait un implant rétinien? Puis quel rôle l'intelligence artificielle IA? M'avez-vous? Quel jeu de mots! Oui, toujours Wow. pas aussi. Donc, comment est-ce que tu expliquerais ça en une phrase? En une phrase. Aïe, aïe. C'est Gros difficile. En une phrase. Ben, une phrase pour chaque. Une phrase pour le sujet, une phrase pour Oh, l'intelligence wow, laisse artificielle. des chances.
Oh, ça va être, je pense, un peu plus long qu'une phrase pour pouvoir vulgariser. Je vais reprendre le même exemple que j'ai fait à ma présentation Bistro Brain. Notre rétine est une caméra biologique, mais pas comme les caméras de notre smartphone, donc de nos téléphones intelligents. Donc, à la place, je peux la comparer à un orchestre symphonique où chaque pixel de l'image est un instrument de musique, comme une guitare, un piano, un violoncelle, un violon et une flûte. Et chaque note musicale est une couleur de l'image. Donc, pour pouvoir recréer cette vision, il faut qu'à chaque image, on essaie de composer une symphonie rétinienne, comme je l'appelle. Et pour ça, on a conçu cet implant rétinien qu'on met au fond de l'œil et qui va envoyer des impulsions électriques à la rétine qui vont être conveyées sur le nerf optique jusqu'à aller au cortex visuel après. Et c'est au cortex visuel où il y a une perception qui va être formée. Donc, si on n'arrive pas à composer la bonne symphonie rétinienne qui correspond à l'image que vous êtes en train de regarder, à l'instant où l'implant se met en marche, ben, vous allez voir une vision floue, ou un peu comme les anciennes télés, quand l'antenne est un peu à côté, puis on voit Les flou, mouches là. noires et blanches. C'est ça, exactement. Donc, pour pouvoir être bien synchronisé avec l'image que l'implant est en train de regarder, il faut absolument qu'on compose la bonne symphonie rétinienne. Donc, il faut qu'on envoie un peu les bonnes notes musicales au bon moment. C'est un peu comme un orchestre symphonique qui joue, par exemple, la pièce de Beethoven, Lettre pour Élise. Et s'il ne joue pas la bonne note au bon moment, au bon instrument, vous allez le voir très rapidement. Là. Vous allez l'entendre très rapidement. Maintenant, pour l'intelligence artificielle, là, pour essayer un peu de vulgariser ça, j'ai pensé à un très bon exemple. C'est un algorithme qui va essayer d'apprendre. Et c'est pour ça que dans la littérature scientifique, on appelle ça de l'apprentissage machine, entre autres, parce qu'il y a plusieurs domaines dans l'intelligence artificielle. Et c'est un peu comme les algorithmes de météo qui apprennent comment prédire ou faire une estimation sur le futur. Un exemple serait, imaginez que vous avez un petit ami robot que vous donnez à un petit enfant de 5-6 ans. Puis là, ben, ce petit ami robot, il faut qu'il apprenne à dessiner, il faut qu'il apprenne à marcher, il faut qu'il apprenne à... quoi d'autre? Parler. Colorier. Parler, oui, colorier, merci. C'est ça que je cherchais. Donc, cet ami robot, il va falloir qu'il apprenne à dessiner, à colorier, à jouer avec l'enfant. Donc, pour que cet ami robot apprenne, il faut que l'enfant lui montre des exemples. Donc, il peut le mettre à côté de lui, il peut lui montrer comment dessiner un chat. Ensuite, il peut lui montrer comment dessiner un chien. Ensuite, il peut lui montrer comment dessiner tous les autres animaux. Il peut lui montrer l'alphabet. Il peut lui montrer comment colorier sans sortir des lignes. Et il peut aussi lui apprendre qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Au fil du temps, ce petit robot qui a un algorithme à l'intérieur de lui va pouvoir apprendre à faire ces activités-là. Et c'est un peu ça qu'on essaie de recréer avec l'apprentissage machine. J'espère que l'analogie était... Belle explication. Tu m'as parlé, on s'est croisés dans un corridor la semaine passée. Tu me parlais des marins en Afrique du Nord. Oui, ça, c'est un autre exemple que je pourrais donner un peu comme un petit apprentissage que les algorithmes peuvent faire. Puis on peut revenir à l'exemple de la météo. Mais dans la civilisation byzantine ou phénicienne, je ne suis plus sûr exactement, mais il y avait des marins qui se promenaient dans la mer Méditerranée. Puis j'ai appris ça parce que je viens de Tunis, qui est anciennement l'Empire carthaginois. Puis vous avez sûrement entendu parler de Hannibal, le général Hannibal, qui a fait le tour des Alpes avec ses éléphants, avec 75 000 hommes, et qui a vaincu l'Empire romain dans son apogée militaire. Petite fierté, là. Quand même. C'est ça. Fait que ces marins-là, qui étaient avant l'Empire carthaginois, et puis même, je pense, avant l'Empire romain, ils se promenaient sur la mer Méditerranée et ils étaient capables de prédire la météo, si elle allait pleuvoir ou pas, dans la mer, juste en sentant l'odeur de la mer. Puis je pense que l'exemple que je donne ici, c'est que, vu qu'ils ont passé toute leur vie sur des bateaux, puis à voir la météo, comment elle change, puis comment ils apprennent, ils ont des exemples. Donc, quand ils ont une certaine odeur, ils savent que dans 2-3 jours, ça va pleuvoir. S'il n'y a pas cette odeur-là, ils savent que ça ne va pas pleuvoir. Donc, c'est un peu comme le petit robot, l'analogie que j'ai faite tantôt, là, avec des exemples. Tu apprends à faire des estimations et des prédictions. C'est littéralement ça. C'est vraiment un cours d'histoire en même temps. Hein. On est vraiment toujours épaté par la culture générale de notre ami Marouane. Tu nous en parles vraiment avec passion, justement. Qu'est-ce que tu pourrais nous décrire comme étant la chose que tu aimes le plus dans ton projet de recherche? C'est un projet très multidisciplinaire et interdisciplinaire. Donc, il y a plusieurs domaines de la technologie et de la science qui sont dedans. C'est ça que j'aime beaucoup parce que j'en apprends un peu sur l'anatomie de l'œil, sur la neuroscience, sur le cerveau, sur comment concevoir des circuits intégrés ou des puces microélectroniques très avancées et sur comment entraîner des réseaux de neurones artificiels ou les algorithmes d'intelligence artificielle dont on parlait tantôt. Donc j'aime beaucoup cette multidisciplinarité et comment je peux combiner tous ces éléments pour faire de l'interdisciplinarité
et pouvoir concevoir un implant rétinien intelligent. Donc, c'est ça qui me passionne le plus. Ce qui me passionne aussi, c'est d'être avec vous et pouvoir partager cette passion avec vous. Ça aussi, j'aime beaucoup. Et ce qui me passionne aussi, c'est de travailler avec des collègues très, très brillants. Parce que je ne suis pas un génie, là. Je suis un étudiant normal, là. Puis je travaille avec beaucoup de monde dans plusieurs domaines différents. Puis j'en apprends tous les jours. C'est ça que j'aime beaucoup au doctorat. J'imagine que tu sais, on sait que des gens un peu, pas qui veulent sauver le monde, mais tu sais, qui veulent rendre service à la communauté, on parle quand même d'un implant qui pourrait aider les gens qui ont une perte de vue à la récupérer. Exactement. Notre groupe de recherche s'appelle le GRAMS, puis c'est l'acronyme du groupe de recherche en appareillage médical de Sherbrooke. Avant, on appelait ça des appareillages, maintenant c'est des implants biomédicaux. Mais on fait des scanners pour le cerveau pour étudier l'Alzheimer. On en a shippé un il n'y a pas longtemps à l'université de Harvard Medical, puis Wow. à McGill aussi. Puis on fait aussi des implants pour l'épilepsie, pour prédire justement l'épilepsie. C'est un peu dont je parlais tantôt, l'aspect prédire ou estimer le futur. Donc on met 4 petites puces dans le cerveau avec une grosse puce en haut qui est comme le maestro. Donc on envoie des impulsions électriques, puis on est capable d'estimer à quel point ton cerveau est excitable. Parce que pour les personnes qui vivent avec la maladie de l'épilepsie, malheureusement ce qui arrive, c'est que leur cerveau s'emballe. Puis les impulsions électriques ils s'envoient dans tous les sens. Ça fait qu'ils sont comme paralysés, puis il faut que cette activité rebaisse pour qu'ils puissent reprendre une activité normale. Donc on est capable, en estimant, en mesurant l'excitabilité du cerveau, de prédire ou de donner comme un bulletin météo pour ces personnes-là. Puis ça peut beaucoup aider, là. Si tu reçois une alerte sur ton téléphone dans le futur, puis ça peut te dire, écoute, dans les 2 prochaines heures, va pas faire ton épicerie, puis prends pas l'autoroute. Pas vrai? Ça peut changer la vie d'une personne. Ça sauve des vies, clairement. Ah oui, c'est merveilleux. Vraiment louable tout le travail que vous faites, toi y compris, Marouane. Merci. Donc, on voit déjà qu'il y a beaucoup de potentiel. Où est-ce qu'on va être dans 10 ans? Très bonne question. La vision que j'ai un peu en regardant les revues de littérature, en regardant les autres groupes de recherche, en allant à des conférences internationales, je pense et je souhaite que dans 10-15 ans, on puisse avoir un implant rétinien qui est démocratisé, un peu comme les implants cochléaires. Aujourd'hui, si une personne perd l'ouïe, elle peut aller se faire mettre un implant cochléaire, puis elle peut changer la batterie à sa pharmacie ou directement chez son médecin de famille. Fait que mon souhait, c'est que les ophtalmos ou les médecins de famille puissent faire la chirurgie qui ne serait pas complexe d'ici 10-15 ans. Quand tu implantes l'implant rétinien, tu installes une application et tu rentres chez toi pour le calibrer et ça fonctionne. Donc ma vision, mon souhait dans 10-15 ans, c'est que cet implant rétinien qu'on développe ici à Sherbrooke, au Grams, devienne une cure pour la cécité totale et partielle et non pas juste un traitement qui va ralentir la progression de la maladie, mais qui va vraiment redonner de l'espoir aux personnes qui souffrent de cécité. Donc, vraiment la lumière au bout du tunnel pour utiliser les exemples que tu nous donnes dans tes présentations. Exactement, oui. On passe à un autre volet. Justement, parlant de tes présentations, tu as déjà présenté 3 fois à Bistro Brain pour les nommer Technologies du futur le 13 octobre 2021, première édition de l'événement bénéfice Bistro Brain le 12 mai 2022, Technologies du futur encore tout récemment 10 janvier 2024. Pourrais-tu nous parler de ton expérience comme présentateur Bistro Brain? Au début, quand j'ai reçu l'offre par courriel, j'étais un peu stressé. Parce que toujours, quand on présente devant du monde, on a un peu le trac puis le stress. Donc, la première fois, oui, j'ai beaucoup stressé. Ça m'a pris 1 semaine pour monter la présentation. J'ai pratiqué avec mon groupe de recherche. Et j'ai quand même réussi à dire des niaiseries au début de ma présentation. Félicitations. Vous pouvez aller les revisionner sur YouTube. C'est là pour l'infini maintenant. Par contre, juste après les 30 premières secondes où j'ai un peu stressé, j'ai vu que je me suis rendu compte en fait qu'on était dans un bar pendant un 5 à 7, que le monde prenait leur bière et que l'ambiance était très conviviale et décontractée. Donc je me suis dit, je vais essayer de me décontracter puis parler directement du cœur. Puis écoute, ça a été une révélation pour moi. Là. J'ai tripé, j'ai adoré cette expérience-là. C'est pour ça justement que je suis revenu une 2e et une 3e fois et bientôt peut-être une 4e fois en juin prochain. Donc, je conseille à beaucoup de monde d'y aller parce que j'ai vu une évolution. Ça m'a fait découvrir que j'avais la passion d'essayer de transférer cette passion-là de la science. Là. Fait que après ça, il n'y a pas juste Bistro Brain. Je suis allé dans quelques écoles secondaires présenter mon projet de recherche, puis les jeunes ont tripé. Puis juste voir cet excitement dans les yeux des jeunes, quand je leur parle d'implants biomédicaux, ça me nourrit. J'aime ça.
C'est vraiment inspirant, Marouane. C'est une autre façon de mettre de la lumière dans les yeux des gens pour faire encore un bon jeu de mots digne de Les jeux de mots Très, en très beau jeu de folie. mots. Est-ce que vous pensez que je vais en faire un dernier d'ici l'entrevue? Ou... Ah, t'es capable. Ben ouais, c'est C'est sûr bon, que oui. merci pour les parie que oui. encouragements. Tu portes également une multitude de chapeaux, Marouane, pour le dire rapidement. Au niveau des associations étudiantes, tu joues un rôle auprès de l'AGEC, donc l'Association générale en génie à Sherbrooke, des cycles supérieurs de génie encore à Sherbrooke, du REMDUS, donc l'Association des cycles supérieurs à Sherbrooke. Tu as déjà collaboré avec le Centre RBC, l'Observatoire sur la santé mentale en enseignement supérieur, le service d'orientation de psychologie de l'Université de Sherbrooke, sur un projet d'implantation d'un service d'accès à la psychothérapie virtuelle. Et finalement, mine de rien, tu es aussi ambassadeur de la faculté de génie. Donc, si vous voyez le visage de Marouane sur les vidéos promotionnelles, ben, vous pouvez savoir qu'il a commencé sa gloire et sa célébrité avec Ça vient de nous. également chargé C'est de bon. cours auxiliaires et finalement tu sièges aussi sur le conseil d'administration de l'Université de Sherbrooke, donc qui est quand même Exact. un rôle très honorifique, en plus du statut de membre honorifique à Bistro Brain, on s'entend. Pour les gens qui nous écoutent, Marouane, pourrais-tu décrire les bienfaits que tu vois à l'engagement étudiant? Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, personnellement? Merci d'avoir relisté. En écoutant ta liste, je me dis, mais quand est-ce que j'ai eu le temps de faire tout ça? Ça en fait des affaires quand même, hein? C'est ça, c'est C'est pour ça. que tu te sentes décontracté, en fait. C'est ça. Merci beaucoup, Alexis. Je pense que l'Université de Sherbrooke, ça a été l'université où je me suis le plus impliqué. Et l'ambiance et je pense les valeurs de l'université, de fraternité, d'entraide, puis de société soudée, je pense que c'est ça qui m'a poussé puis qui m'a sécurisé à aller vers les autres. Et c'est quand même un petit risque au début parce que tu sais pas comment ça va se passer, mais j'ai quand même fait le saut. Je suis allé vers les autres, j'ai essayé de m'impliquer, j'ai essayé à chaque fois d'élargir mon cercle. Puis j'ai appris beaucoup de choses, pas au niveau technique cette fois-ci, mais plus au niveau humain. J'en ai beaucoup appris sur les relations humaines. Des conflits, ça arrive. Comment on gère ça? Comment on garde le dialogue? Comment on essaye de parler au monde puis d'accepter les autres malgré tout? Ça m'a vraiment apporté une expérience humaine très riche. Puis je conseille tout le monde d'essayer de vous impliquer, essayer d'être bénévole. Ça va enrichir beaucoup votre expérience à l'université. En tout cas, on voit vraiment que tu as suivi ton conseil à la lettre. C'est ça. Ça Droit vaut le coup. devant, Ça aucun vaut pas en vraiment le arrière. Même quand on se demande comment on a fait pour faire tout ça, Ouais. finit par trouver le temps, ça vaut la peine de trouver le temps. Exactement. Mais tu fais plus que 40 heures semaine, ça je vous garantis. Ouais. Exactement, on appelle ça des procrastinations actives. Oh, c'est ma chose préférée, les procrastinations actives. Je suis bien d'accord, moi, ça a commencé comme ça, Bistro Brain. Il est maintenant directeur. Exactement, ça commence avec un petit pas en avant. Est-ce que tu pourrais nous parler justement des défis, des enjeux que tu as rencontrés? On a aussi abordé le fait que tu es un étudiant international, donc avec ça, j'imagine qu'il y a son bagage de défis, d'apprentissage. Est-ce que tu peux partager un peu ce parcours? C'est sûr qu'en arrivant au Québec, j'étais déjà francophone, donc on étudiait en français à l'université, puis un peu à l'école secondaire en Tunisie. Mais en arrivant ici, j'ai eu un gros choc culturel, gros choc de langue, système d'éducation, système de transport, tout. Tout était nouveau, même la qualité de l'air était différente. Donc, il y a eu une grosse période d'adaptation. Je t'avoue que ça, c'était le plus gros défi que j'ai eu à ma maîtrise. Il y avait beaucoup d'adaptation, mais ce qui m'a permis, le déclic que j'ai eu, c'est vers la fin de ma maîtrise, je suis allé travailler sur la rue Cartier, sur un petit café Les Cousins. D'ailleurs, s'ils nous écoutent, si jamais, j'en dis coucou. Puis j'ai travaillé comme barista pendant 1 an et demi là-bas. Puis c'est là que j'ai eu le déclic où j'ai commencé à parler au monde. Plus je suis sorti du campus de l'université parce qu'avant j'habitais sur les résidences. Donc je faisais juste transiter entre la faculté de génie de l'Université Laval et les résidences. Donc en sortant, en parlant avec le monde, en allant vers les autres, j'ai beaucoup appris. Puis je me suis un peu comme libéré. Donc, tous ces obstacles qu'on peut percevoir d'adaptation et tout, j'ai commencé à les voir comme des petits défis qui m'intéressaient parce qu'avec curiosité, j'essayais d'apprendre sur les gens. Je leur posais des questions. Comment ça se passe ici culturellement? Qu'est-ce que ça veut dire cette expression au Québec? Et c'est comme ça que j'ai pu m'intégrer, me faire des amis québécois, français, internationaux, etc. Mais je pense que mon takeaway de ce soir, c'est aller vers les autres, aller parler aux autres. Vous allez avoir de belles surprises. C'est vraiment ce qu'on appelle une belle curiosité, non pas seulement scientifique, mais également humaine. Exactement, ouais.
Merci beaucoup, Maron, pour l'entrevue. Écoute, on garde toujours une question finale, trademark, marque signature. Surprise. Exact. Donc, c'est vraiment à chaud contre la pause. Quelle place, selon toi, devrait avoir la vulgarisation scientifique au Québec? Pour moi, c'est super, super, super important. Pour une très simple raison. En faisant mon école d'ingénieur et mon école préparatoire en mathématiques et physique avancée, on nous bourrait la tête d'équations mathématiques puis de phénomènes physiques, mais on nous disait jamais pourquoi. Le pourquoi du pourquoi du pourquoi. Je trouve que c'est super fondamental qu'on le sache. C'est pour ça que quand je donne mes charges de cours à la faculté de génie, je mets plus de temps à leur expliquer pourquoi on fait ça qu'à leur expliquer le technique. Donc, ils apprennent quand même, là, ils réussissent leur cours. Probablement mieux, en fait. Mais Ouais, je les sûrement. challenge tout le temps à ce qu'ils aillent chercher le pourquoi du pourquoi du pourquoi. Puis, ça m'a fait un choc parce qu'en rentrant à l'école d'ingénieur, on avait une professeure, très, très bonne professeure qui a eu un très bon impact sur moi. Elle nous a écrit une équation très simple, mathématique, qui calcule l'erreur moyenne sur une courbe de régression linéaire. Puis, elle nous a dit, qu'est-ce que ça veut dire, cette équation? On a tous commencé à lire l'équation avec les termes mathématiques, mais personne n'était capable de dire pourquoi on faisait ça. Pareil pour la courbe normale ou la courbe de Gauss, pour ceux qui connaissent. Pourquoi on l'appelle la courbe normale? On sait tout, personne n'avait la réponse. Puis, écoutez, c'est pour ça que je trouve ça fondamental qu'on sache pourquoi on fait les choses. Puis je pense que la vulgarisation scientifique, ça nous amène à se poser ces questions-là. À pourquoi on fait ça. Puis c'est en montant ces 3 degrés d'abstraction de pourquoi on fait les choses, on est capable de soit trouver des analogies, soit de l'expliquer à une personne qui a 3-5 ans ou d'aller dans une école secondaire ou primaire, puis leur expliquer des phénomènes physiques super complexes avec des termes très, très simples. D'ailleurs, pour la courbe normale, c'est parce que je peux donner un exemple pour ça. Ben oui, c'est ça, tu peux pas envoyer la si question ça sans pique, donner la réponse. si ça pique la curiosité, imaginons qu'on va dans un verger où il y a des pommes et on prend un arbre et on mesure la circonférence de chaque pomme. En faisant une courbe, on va trouver que cette courbe-là va ressembler à une courbe normale. Si on prend un autre arbre dans le verger, on refait la même opération, on va retrouver une autre courbe normale qui a une moyenne puis un écart type différent. Donc on l'appelle la courbe normale parce que il y a une très grande proportion des phénomènes qui se passent dans la nature qui suivent cette distribution normale. Très C'est bonne la réponse. normale. Très bonne C'est normal. réponse. C'est ça. Ça donne le goût de manger une pomme. Écoute, j'annonce en primeur, Marouane, là, je pense que tu as bien vendu ta qualité d'orateur, de raconteur d'histoire, qu'on va te recevoir le 5 juin prochain pour une 4e présentation. Tu vas donc être doublement membre honorifique de Bistro Brain pour notre événement de fin d'année, les grandes découvertes de l'Université de Sherbrooke. Ça se passe au balcon Offord au Centre culturel à 19h spécialement pour cet épisode. Donc, j'aimerais aussi mentionner qu'on va mettre les liens de tes anciennes présentations YouTube dans les notes du podcast. Et là-dessus, je te remercie très chaleureusement pour ta présence ce soir. Merci beaucoup. C'est toujours un honneur d'être avec vous. Merci. Merci. Merci, Marouane, d'avoir accepté notre invitation. Merci, Alexis et Julie, d'avoir fait, en fait, l'entrevue et la chronique d'aujourd'hui. Je voudrais aussi remercier notre auditoire. Merci de nous écouter parce que, en fait, c'est grâce à vous qu'on est là. Puis c'est pour vous qu'on est là aussi puis qu'on fait ça. Là, j'ai vraiment plein de choses à vous dire. Attachez votre sucre. Il y a plein d'événements qui s'en viennent. À cette température, ça va être difficile. Attache ton bikini, ouais. Va falloir trouver un nouvel adage de « En avril, ne te découvre pas d'un fil ». En mars, on fait quoi? Hein? Hey, ça, c'est un rime difficile. Là. Donc, je vous invite donc aux prochains événements Bistro Brain d'ici l'enregistrement de notre prochain épisode de La tête à Papineau qui aura lieu le 4 avril. Donc, le 13 mars prochain à 17h, l'événement Lutte sociale d'hier et d'aujourd'hui au Boc et Bière à Sherbrooke en collaboration avec le Sareuse. Le 19 mars à 17h toujours, l'événement Jeux vidéo, qui est un événement du Bar des sciences de Radio-Canada avec les Années-Lumière, qui est une petite collaboration qu'on fait avec Bistro Brain, encore et toujours au Boc et Bière à Sherbrooke. Le 20 mars prochain, événement cette fois-ci à la Chasse-Galerie à Trois-Rivières, on a Technologie du futur à 17h30. Fin mars, donc date et endroit encore à déterminer, mais on va avoir un événement à Montréal intitulé Cancer et immunologie. Puis le 3 avril prochain, 17h, l'événement Environnement,
encore une fois au Boc-et-Bière à Sherbrooke, cette fois en collaboration avec le Centre universitaire de formation en environnement. Donc, ne manquez pas ces nombreux événements qui risquent, ma foi, d'être très, très intéressants. Puis, ben, je vous invite, cher public, à parler de nous à un ami et à écouter nos prochains épisodes de La Tête à Papineau et à venir à nos événements Bistro Bref. Et en mars, on se fait plein de farces. Oh, Ouh. très fort. Il a sorti son dernier jeu de mots de la soirée. Bravo, réussi, Alexis. gang. Je savais. Bonsoir, à la prochaine. Bonsoir. Bonsoir.